Monsieur Dessoif, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Merci. Donc alors, quelques mots concernant votre présidence. Vous avez été élu à la faveur du 42e congrès tenu le 31 octobre 2025 à Bogota, en Colombie. Tout à fait. L'AIFIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, organise tous les 3 ans un congrès, un endroit dans le monde. On essaye de changer de continent à chaque fois, où on réunit toutes nos organisations membres. Et ici, il y en a 196 exactement. Et donc, on se réunit pendant une semaine. On élit le bureau international. J'étais déjà vice-président sous la mandature précédente. Et là, je me suis présenté à la présidence. Nous avons eu un congrès extrêmement riche à Bogota. C'est toujours des expériences très très fortes de réunir ces défenseuses et défenseurs des droits humains qui viennent du monde entier en un endroit pendant une semaine et de voir que les combats qu'on mène sur la défense des droits humains eh bien, se retrouvent sur les différents continents où c'est les mêmes logiques avec des pouvoirs autoritaires qui attaquent les droits. Et donc voilà, moi j'ai mon expérience de belge, je suis avocat à Bruxelles, au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale. J'ai été président de la Ligue des droits humains en Belgique, mais nous avons aussi nos organisations algériennes qui sont membres de l'AIFIDH. Depuis Alger même Alors, vaste débat, oui. C'est qu'elles ne peuvent plus être depuis Alger même. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a été dissoute, comme vous le savez, et est en exil et continue son combat. Comme la LAD d'ailleurs, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Tout à fait, et donc, qui est donc notre organisation membre. Il y a le collectif des familles de disparus en Algérie, il y a Riposte International, qui sont nos 3 organisations algériennes, et c'est vraiment le symptôme de cette répression étatique, c'est que des organisations de défense des droits humains inquiètent à ce point des pouvoirs en place, et ici en l'occurrence on parle de l'Algérie, qu'ils prennent des arrêtés de dissolution pour la LAD, qu'ils prennent des interdictions d'accéder au territoire pour Nacera du Tour, la présidente... Dans son propre pays. Dans son propre pays, en disant « vous ne pouvez pas revenir dans votre propre pays », ce qui au niveau juridique est un non-sens, mais ce n'est pas ça qui fait peur aux autorités. Ou alors de les empêcher de quitter le territoire, les ISTN, les fameux... Tout à fait. Et mais nous allons parler de tout ça dans la deuxième partie où nous allons recevoir Aïssa Rahmoun, qui est le secrétaire général de la fédération. Alors, comme vous l'avez si bien précisé, vous disposez, la fédération dispose en son sein d'environ 200 à peu près organisations et ligues des droits de l'homme à travers 25 pays. Non, plus de 120 pays. Ah, d'accord. 125, pardonnez-moi. 125 pays. Oui. Moi, je suis un peu myope. Alors, vous êtes, comme vous l'avez précisé, avocat de profession et vous défendez notamment les migrants en Belgique, votre pays natal. Oui, tout à fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait plus de 30 ans que je suis avocat et j'ai commencé à défendre les droits humains par les publics les plus vulnérables à Bruxelles, à savoir des sans-abri. Parce que des pays riches comme le mien tolèrent que des personnes ne puissent pas vivre dignement et dorment à la rue. Il y a un gros écart de richesse. Et en particulier à la capitale. Moi, je viens du nord du pays, en bord de mer, d'une ville Ostende et Bruges. Et à Bruges, on ne voit pas de sans-abri parce qu'en fait, la police les arrêtait et les renvoyait à Bruxelles, la capitale, en disant « la mendicité, ça marchera mieux là-bas ». Et puis, à force de défendre des sans-abri, j'ai aussi défendu des sans-papiers, des réfugiés. Je me suis spécialisé donc dans le droit de séjour, droit de la migration, droit de l'asile. Et ça montre qu'en fait, la question des droits, de la défense des droits humains, il ne faut pas aller à l'autre bout de la terre pour être confronté à ça. Dans des pays comme la Belgique, la capitale de l'Europe, des violations flagrantes des droits humains, de la dignité de la personne, eh bien, ont lieu tous les jours avec des problèmes de respect de l'état de droit. On pourra en parler. Et voilà, c'est comme ça que finalement j'ai commencé à défendre les droits humains en tant qu'avocat et que je me suis engagé à la Ligue belge des droits humains avant de m'engager au niveau international à la FIDH. La vocation vient en défendant. Tout à fait. Comme l'appétit vient en mangeant. Voilà. Alors, vous avez été arrêté et incarcéré par les autorités israéliennes lors de
votre participation à la flottille Somoud. Vous avez été mis en prison. Est-ce que vous pouvez... vous avez été libéré quelques jours seulement avant d'être porté à la tête de votre fédération. Oui, tout à fait. Alors, j'ai participé à la Global Sumud Flotilla, qui était partie de Barcelone fin du mois d'août l'année passée, parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que la défense des droits humains, ce n'est pas seulement dans les salles d'audience, ce n'est pas seulement derrière des portes fermées d'assemblées ou de salles de conférences, mais aussi sur le terrain, aux côtés de celles et ceux qui se battent pour leur dignité, qui se battent pour leurs droits fondamentaux. Et si aujourd'hui il y a un combat à mener, c'est bien celle de la libération du peuple palestinien, du respect de leurs droits, de mettre fin au génocide à Gaza. Et face à l'inaction de nos États, et en particulier de nos États européens, qui ont les leviers pour mettre fin au génocide, déjà en arrêtant d'exporter des armes vers Israël en plein génocide, de prendre des sanctions au niveau économique. On peut parler de l'accord d'association Union européenne-Israël qui donne à Israël le même statut qu'un pays de l'Union européenne, à condition, article 2 de cet accord d'association, qu'il respecte le droit international et les droits humains, ce que plus aucun juriste sérieux ne peut dire. Et donc de dire, vu que nos États n'agissent pas, on va agir et créer cette flottille vers Gaza. Pourquoi ? Pour briser le blocus qui est illégal en droit international, le blocus de Gaza, pour ouvrir un couloir d'aide humanitaire, apporter de l'aide humanitaire, que ce couloir puisse s'ouvrir et agir là où nos gouvernements n'agissent pas. On a failli réussir, on était plus de 500 personnes sur 50 bateaux, ça a duré 1 mois et demi, 1 mois pour arriver. Si on avait été soutenu par nos gouvernements, on aurait pu accéder jusqu'à Gaza parce qu'on avait le droit international avec nous, le droit de la mer avec nous. C'est une action non violente, humanitaire. Nos gouvernements ne nous ont pas soutenus. Il y avait 44 nationalités représentées. On a été arrêtés très brutalement dans les eaux internationales. Si ça avait été un autre pays dans le monde qui aurait arrêté des bateaux humanitaires dans les eaux internationales aussi brutalement, je pense que ça aurait été un scandale planétaire. Imaginons que ça avait été la Russie dans la mer Noire. Tout le monde en aurait parlé. Ici, parce que c'est Israël, c'est comme s'ils avaient un joker. On détourne le regard, on ne rouspète pas. Les bateaux ont été réquisitionnés, ont été saisis, confisqués, et nous avons été arrêtés brutalement et conduits dans une prison, une des pires prisons au monde, la prison de Ketziot, dans le désert du Negev, où on a été détenus, certains 5 jours, d'autres 4 jours, avant d'être expulsés et renvoyés en Europe. Dans quelles conditions Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est la brutalité et de l'arrestation, qui était illégale, et la brutalité de la détention. J'en ai été traumatisé. J'ai vécu de l'intérieur des situations de personnes que je défends comme avocat. C'était une expérience. Je n'ai pas compris cette brutalité parce que nous venons de pays européens dont certains sont quand même les plus fidèles alliés de ce gouvernement colonial et génocidaire israélien. Et donc, stratégiquement, ils auraient peut-être pu nous traiter autrement. Même notre ambassadeur, l'ambassadeur de Belgique, humilié par le directeur de la prison, à devoir attendre en plein soleil dans le désert du Negev pendant 1h30, alors que notre cellule est à 150 mètres de là. J'ai pas compris. Mais par cette violence dans la prison, cette zone de non-droit, cette brutalité en particulier, les co-détenus qui avaient un nom arabe ou un physique d'arabe. Moi, avec mes cheveux blancs, j'ai eu mon privilège blanc de ne pas être violenté. Nous étions en grève de la faim également par protestation et par solidarité avec les Gazaouis qui crevaient littéralement de faim. C'est les Nations Unies qui le disaient, une famine organisée. Et donc ces conditions de détention extrêmement brutales, c'est des zones de non-droit. Notre organisation membre en Israël, B'Tselem, a fait un rapport sur ces prisons où clairement la torture est institutionnalisée. Je l'ai vu de l'intérieur, tout en réalisant que je n'ai fait qu'effleurer les conditions de détention des prisonniers, des détenus palestiniens, qui sont détenus sans limite de temps, qui sont traités, mais il n'y a pas de mots. J'allais dire pire que des animaux, mais on ne peut même pas comparer. C'est de la torture institutionnalisée dans un système carcéral totalement sans droit. Où Israël vient d'ailleurs de voter à la Knesset. Il n'y a pas de... Avant d'arriver au vote de la Knesset sur les exécutions
il n'y a pas de contrôle des prisons israéliennes par des organisations internationales ou alors par des organisations institutionnelles internationales comme celle de l'ONU ou d'autres? Alors, c'est dénoncé au niveau des instances onusiennes et du Comité des droits de l'homme, mais ce soft power est sans effet. On voit bien qu'Israël ne respecte aucune résolution des Nations Unies, aucune recommandation, aucun rapport ne semble les émouvoir et aucune juridiction internationale ne peut être compétente là, sauf dans le cadre de la justice internationale et de la Cour pénale internationale, avec les mandats d'arrêt qui ont été émis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le Premier ministre lui-même. Et donc, c'est vraiment par ce biais-là qu'il faut mettre fin à ces violations massives du droit international et des droits humains en renforçant cette juridiction internationale qu'est la Cour pénale internationale plutôt que de l'affaiblir, comme le font évidemment les États-Unis, mais aussi certains pays européens, en appliquant un espèce de double standard absolument insupportable, que quand il s'agit du président Poutine de la Russie pour l'invasion en Ukraine, on prend des sanctions économiques, on applaudit des deux mains le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, et quand il s'agit d'Israël, par rapport aux Palestiniens, par rapport à Gaza, mais aussi ce qui se passe en Cisjordanie, eh bien, on détourne le regard, on ne prend pas de sanctions, on dit que le mandat d'arrêt, c'est pas si clair, si on doit l'exécuter, si jamais. Ce double standard est insupportable pour tout juriste, pour tout citoyenne et tout citoyen, et en fait, on ne se rend pas compte, mais comment l'Europe perd en crédibilité vis-à-vis du reste du monde. On l'entend au sein de la FIDH avec nos organisations du Sud, qui, à juste titre, critiquent le Nord, critiquent l'Europe en disant « votre double standard et vos leçons de droit international, comment est-ce qu'on peut encore vous croire quand vous n'appliquez pas ce que vous nous demandez de respecter ?» Mais on a l'impression que ce n'est pas seulement double standard concernant les uns et les autres, mais Israël en lui-même et lui-même, par des mesures tout à fait contre-productives contre lui-même. Cette histoire de bombardement de Gaza, cette histoire d'Iran, c'est comme si M. Netanyahou avait délibérément choisi de détruire tout ce qui reste de crédibilité pour Israël. Et vous parliez, je vous demanderai de nous dire quelques mots sur ça, sur cette nouvelle loi votée par la Knesset pour l'exécution de terroristes, entre guillemets, palestiniens. Oui, qui ne s'applique, c'est cette loi qui instaure et qui rétablit la peine de mort, mais qui vise uniquement les Palestiniens. C'est clairement une loi d'apartheid. J'avais envie de dire, même les Sud-Africains, à la période de l'apartheid, n'ont pas osé vis-à-vis des Noirs. Mais ce qui montre que ce gouvernement israélien, d'extrême droite, fasciste, ne recule devant rien. Et il faut pouvoir le dénoncer, il faut pouvoir l'attaquer. Et je pense très sincèrement, j'ai été déjà 5 fois en Palestine et en Israël depuis 2012. J'ai écrit un livre sur le sujet en 2012. Et dans la conclusion, je disais qu'Israël, par cette volonté coloniale de prendre tout le territoire de la Palestine historique, alors que les frontières de 1948, ils ont déjà 78%, 78% du territoire, ce qui est quand même assez pour le peuple israélien. Ils n'ont pas un problème de place, c'est parce que c'est l'idéologie politique de prendre les 100%. Eh bien, en faisant cela, ils couraient à leur perte, parce que cette fuite en avant, elle est intenable. À moins d'instaurer une politique d'apartheid pure et dure et de mettre totalement le droit international de côté, ce qu'ils sont en train de faire, mais en train de se mettre au banc des nations du monde, alors que s'ils étaient restés dans leurs frontières de 1948, avec 78% du territoire qui leur suffit amplement, avec un État palestinien à leur côté... 67, les frontières de 67. Oui, c'est ça. Ouais. Avec un État palestinien sur 22% du territoire qui aurait, du coup, cette viabilité, ce qu'il n'aurait plus du tout maintenant quand on entend des dirigeants internationaux de dire la solution de 2 États. Mais la solution de 2 États, elle est morte depuis longtemps, les accords d'Oslo. Surtout avec la colonisation sauvage. Tout à fait. Et donc, en Cisjordanie notamment. S'ils étaient restés dans ces frontières-là avec 78% du territoire, le monde entier ou quasiment viendrait à leur rescousse s'ils étaient menacés par les pays arabes autour. Mais ici,
en voulant tout et en voulant créer ce grand Israël, avec notamment ce qui se passe aujourd'hui au Liban, qui au niveau du droit international est absolument inacceptable. C'est un carnage. C'est un carnage, c'est les civils qui payent. Pour créer une zone de 30 km à leurs frontières où ils vont raser, où ils veulent faire comme à Gaza. Donc l'intention de destruction totale de cette zone, elle est clairement exprimée. Ce sont des discours génocidaires, il faut oser utiliser le mot. Ce qui s'est passé à Gaza, et la FIDH l'a dit en décembre 2023, c'est un génocide en cours. On a été fortement critiqués. Je crois que vous avez même été les pionniers en termes de ce nouvel élément de langage. Vous avez utilisé clairement le mot génocide. Et vous avez été pris rudement à partie. On a été fortement critiqués en disant « vous êtes antisémite ». Alors le club des antisémites, il est devenu très grand. Quand on écoute le gouvernement israélien, mais aussi certains dirigeants européens, et notamment en France, qui essayent de faire passer la loi Yadan pour pénaliser, criminaliser toute critique du gouvernement israélien, ce qui est une atteinte à la liberté d'expression avant tout. Mais le secrétaire général des Nations Unies est antisémite, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, est antisémite, on était antisémite aussi. Malheureusement, l'histoire nous a donné raison. Y compris de nombreuses personnalités internationales très en vue qui sont elles-mêmes juives. Oui, alors que dire alors face à même des professeurs d'université au sein d'Israël qui courageusement disent c'est un génocide qui est en cours et qui revoient leur position. Je pense à certains professeurs dès avril 2024. On peut difficilement les traiter d'antisémites. Et donc, c'est bien un génocide en cours. Malheureusement, quand on l'a dit en 2023, en décembre 2023, après, avec l'arrêt de la Cour internationale de justice, eh bien, l'histoire nous a donné raison. C'est que la Cour internationale de justice a édicté une liste de mesures provisoires qu'Israël devait rencontrer pour éviter le génocide. Ils ne les ont pas remplies. Au contraire, ils ont aggravé ce qu'ils appellent, eux, leur opération militaire. Et c'est bien un génocide. Et il faut que la justice puisse travailler, puisse mettre fin à cette impunité. Moi, en tant qu'avocat, je travaille sur ce dossier depuis 2009. Rappelez-vous, à l'époque, c'était Plomb Durci, parce qu'ils donnent toujours des noms assez spéciaux à leurs opérations militaires. Il y avait 1300 civils tués à Gaza en 2009. On a déposé des plaintes sans succès. Si la justice avait pu agir à ce moment-là, mettre fin à l'impunité, peut-être qu'il n'y aurait pas eu bordure protectrice en 2014, qu'il n'y aurait pas eu les massacres lors de la Grande Marche de retour en 2017 et qu'il n'y aurait pas eu le génocide maintenant. C'est à cause de l'impunité, parce que l'impunité, elle nourrit le crime suivant. Et aujourd'hui, on a un génocide en cours à Gaza avec des militaires qui mettent sur les réseaux sociaux les preuves qu'ils sont en train de commettre un génocide. Et on ne fait ça que quand on est sûr de l'impunité. Et donc ils sont tellement certains de leur impunité qu'ils osent se vanter de leurs crimes en direct sur les réseaux sociaux. De l'arrogance à l'état pur. C'est la première fois qu'on a un génocide qui est diffusé en direct sur nos smartphones. Et donc on doit avancer au niveau de la justice internationale parce que nos enfants nous jugeront en disant « Qu'est-ce que vous avez fait pendant qu'il y avait un génocide à Gaza pour empêcher ça ?» Et il y a beaucoup de nos dirigeants, en particulier européens, qui ne devraient plus pouvoir se regarder dans un miroir parce qu'ils n'ont rien fait. Et la flottille, c'était ça. C'était une réponse citoyenne à l'inaction des gouvernements. Alors, on n'a pas réussi. On a créé ce momentum et je pense que l'opinion publique mondiale a basculé d'une sympathie pour Israël qui a le droit de se défendre. Encore, là, il y a un vrai abus de la notion juridique du droit de se défendre parce qu'une puissance occupante ne peut pas invoquer le droit de se défendre dans le territoire occupé, parce que là, il y a un droit de résistance contre l'occupation militaire. Mais Israël a réussi à faire croire au monde entier que tout ce qu'il faisait à Gaza et maintenant au Liban, c'est de la légitime défense préventive. Mais ça n'existe pas en droit international. On doit arrêter de considérer qu'Israël a un joker au niveau du droit international et il faut appliquer le droit international pour tout le monde, que ce soit la Russie, que ce soit dans certains pays africains, que ce soit au Maghreb, mais Israël aussi, et on a les leviers pour faire ça. Venons-en à présent au reste du monde, où ce n'est pas très reluisant, où vous agissez un peu partout. Est-ce que vous pourriez nous dire
ce qui se passe en ce moment au sein de l'humanité, j'allais dire. Comment avons-nous, avec autant de progrès, autant d'avancées technologiques, autant de mieux-être pour des milliards d'habitants, comment a-t-on pu déboucher sur un tel bain de sang, une telle oppression, une telle violation des droits humains? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, j'allais dire, nous parler un peu de cet aspect un peu existentiel du tournant tragique qui est pris par l'humanité aujourd'hui? Alors, c'est une question extrêmement complexe. On fait face à une situation où des dirigeants dans le monde, notamment l'administration américaine avec le président Trump, veulent imposer la loi du plus fort pour des raisons économiques, d'accaparement des ressources, et où on fait un bond en arrière, où tout ce qu'on a mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, pour qu'on puisse mettre en œuvre le plus jamais ça, eh bien, tout ce qu'on a mis en place, c'est quoi? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, 30 articles. Ce sont toutes les conventions qui en ont découlé, le Pacte international pour les droits civils et politiques, toutes les conventions de droits humains, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les conventions de Genève, tout cela qu'on a mis en place avec à la fin la Cour pénale internationale, on balaie, on remplace par la loi du plus fort pour s'accaparer les ressources, pour avoir les territoires avec les terres précieuses, et où on attaque frontalement les droits. Des droits qu'on pensait acquis, que ce soit au niveau des droits des femmes, que ce soit au niveau de la liberté d'expression, même des droits civils et politiques, donc les droits de la première génération, eh bien, on les attaque frontalement. On a pu observer dans le passé que des dirigeants qui s'attaquaient aux droits humains, qui ne respectaient pas les droits humains ou le droit international, essayaient de nier ces infractions, ces évidences, ou de les masquer. Aujourd'hui, on arrive à une situation où certains dirigeants les revendiquent comme fièrement, où l'universalité des droits humains est remise en cause, en disant, et c'est un discours qu'on a souvent entendu, en disant les droits humains, c'est une invention occidentale. Dans mon pays, ça ne fonctionne pas. Ce qui est un non-sens. J'en reviens à ma pratique d'avocat en matière de droit d'asile. Sur 30 ans, j'ai vu défiler des femmes et des hommes du monde entier dans mon bureau demandant l'asile en Belgique. Je n'ai jamais entendu une seule personne dire « pour moi, les droits humains, ça ne s'applique pas, je veux pas de ça ». Non, le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, à avoir une vie digne, le droit à la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de s'associer, de mener une vie conforme à la dignité humaine. De choisir ses représentants. De choisir ses représentants. Dans des élections sincères. On peut les énumérer tous les 30. Tout le monde signe des deux mains. Ce sont toujours les dirigeants de ces pays-là qui disent « pas chez moi ». Pourquoi? Pour asseoir leur pouvoir, pour pouvoir diriger leur pays de manière autocratique. Mais ils le font souvent avec la complicité et la protection de l'ancien colonisateur, généralement, hein, dans un schéma tout à fait classique maintenant. Ce néocolonialisme qui, plutôt que d'être directement politique, ne l'est qu'indirectement, et surtout directement économique, pour continuer à s'accaparer les ressources naturelles. De façon indirecte. Voilà, parce qu'on se rend compte que les ressources naturelles sont souvent pas dans nos pays, et je dis nos pays parce que voilà, moi je viens de Belgique, et on ne se retrouve pas en France ou en Belgique ou ailleurs en Europe, mais se trouve sur le continent africain ou ailleurs dans le monde. Il faut se les accaparer de façon plus civilisée, entre guillemets. Et souvent, les pays les plus riches au niveau des ressources naturelles sont les plus pauvres pour leur population. Et les plus totalitaires, les plus despotiques. Et les plus totalitaires parce que ça arrange les pouvoirs en place. Et donc, on est vraiment, au niveau de la défense des droits humains, arrivé à un point de bascule où des organisations internationales de défense des droits humains comme la FIDH, qui avons classiquement un rôle et une fonction de documenter les violations des droits humains, de faire des recommandations, de faire un travail pédagogique au niveau des droits humains, eh bien, on n'est plus dans cette logique-là. On doit s'adapter et on doit non seulement résister face à ces attaques frontales, mais on doit être combatif.
on doit se battre pour faire respecter ces droits humains à tout niveau. Ce tournant civilisationnel, j'allais dire, existentiel, de ce monde où il y avait les Nations Unies, où il y avait une adhésion du monde entier, des nations du monde entier autour d'un consensus, d'un contrat social, j'allais dire, d'un contrat politique international, et où on découvre à la fin que les Nations Unies ne sont rien du tout, qu'elles sont dans une totale incapacité de faire appliquer leurs propres résolutions. Est-ce que nous sommes passés d'un monde à un autre qui, tout en restant beaucoup plus brutal, n'en est pas moins plus transparent, j'allais dire, qui assume ses propres tares et ses propres crimes? Je ne veux pas croire qu'on va écarter le droit international au bénéfice de la loi du plus fort et la loi de la jungle. Vous savez, les droits humains protègent tous les individus, les personnes, les humains. Parce qu'on est humain, on a des droits et on bénéficie tous de ça. Eh bien, ce qui est valable pour les humains avec les droits humains, pour les États, c'est le droit international. Les petits États qui n'ont pas une armée forte, leur meilleure protection, c'est le droit international, parce qu'au niveau du droit international et des Nations Unies que vous évoquiez, tous les États ont les mêmes droits. Alors, ça reste très théorique. Ça reste très théorique. Le cas de l'Irak, par exemple, est là pour nous le rappeler, un mensonge planétaire, cousu de fil blanc, pour rappeler la fameuse ampoule, et qui a servi à détruire, à ravager un peuple jusqu'à ses racines, jusqu'à son histoire, jusqu'à sa mémoire, jusqu'au pillage de sa propre mémoire. Et le plus grave, c'est qu'on n'a tiré aucune conclusion, aucun enseignement de ce qui s'est passé là qui est inacceptable et qu'on reproduit ça ici aujourd'hui avec l'Iran. Et ça montre la faiblesse des Nations Unies qui est totalement incapable de maintenir la paix dans le monde, qui est sa mission première. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce système de blocage au Conseil de sécurité avec le droit de veto des 5 puissants qui exercent le droit de veto, et c'est comme ça qu'Israël a toujours la protection des États-Unis. C'est comme ça que la Russie bloque pour ses alliés des décisions. Et il faut supprimer ce droit de veto. Ils ne vont pas, évidemment, ces 5 puissances s'auto-saborder et elles ne vont pas se laisser enlever ce droit de veto facilement. Évidemment. Et les autres États ont cette responsabilité où finalement le centre de gravité du concert des nations aux Nations Unies doit bouger et doit passer du Conseil de sécurité aujourd'hui, où c'est que du blocage, vers l'Assemblée générale. Et là, si on a un glissement du centre de gravité vers l'Assemblée générale des Nations unies, qui peut prendre ses responsabilités avec des majorités qualifiées, où chaque État dit son attachement au droit international, et que ces États renforcent, et des petits États, des États moyens renforcent les Nations unies, renforcent les juridictions internationales plutôt que les affaiblir, peut-être que c'est par là qu'on va sortir par le haut. Vous pensez que ce serait possible j'ai l'impression que c'est une véritable utopie en l'ordre du monde actuel. C'est des puissants que vous décrivez très bien et qui ne sont pas prêts de lâcher leurs réelles prérogatives, non pas celles théoriques qui sont dans les conventions internationales, dans l'Organisation des Nations Unies, mais qui sont le fait concret pratiqué en toute impunité et à leur seul intérêt. Je ne pense pas qu'ils seraient disposés aujourd'hui à céder leurs prérogatives à une assemblée générale. Ça, c'est un enseignement de l'histoire, c'est que aucun droit n'a été donné par les puissants aux plus faibles. Les droits humains sont là pour le démontrer. Et donc, il est évident que les pays forts ne vont pas donner ou lâcher leurs privilèges ou leurs forces comme ça. Mais si on arrive à renforcer notamment les juridictions internationales, à mettre fin à l'impunité, que le pays qui aujourd'hui veut diviser le monde pour régner, j'ai visé évidemment les États-Unis, avec notamment la guerre des tarifs
se trouve isolé sur la scène internationale plutôt que de... Faudrait-il que le reste du monde soit contre? Voilà. Et là, plutôt que de... Ce qui semble très peu plausible. Pour l'instant, on voit les pays individuellement aller mendier chez Trump pour avoir des tarifs favorables. Il y a un état de fait. Et il faudrait que les pays se regroupent pour que celui qui essaye d'isoler, pour celui qui essaye de diviser, se retrouve isolé sur la scène internationale. Et l'Europe, là, a une place à prendre. L'Europe, c'est davantage de citoyens que les États-Unis. C'est une force économique plus grande que les États-Unis. Elle peut, si elle est unie, eh bien, prendre sa place entre les grandes puissances qui sont aujourd'hui les États-Unis et la Russie et faire entendre cette voix, non seulement la faire entendre, mais la faire respecter du droit international. Et aujourd'hui, l'Europe n'est pas au rendez-vous. Et c'est ce que nous dénonçons à la FIDH, c'est de dire l'Europe doit prendre cette place. Par contre, à côté, en parallèle, il se passe quelque chose à un niveau quasi mondial, où il y a des frémissements pour aller vers un nouvel ordre mondial, où de nouvelles puissances se profilent, de nouvelles alliances qui se tricotent, dans cette affaire iranienne par exemple, où on voit un peu en retrait, mais très présent, la Chine, la Russie et d'autres pays qui commencent un peu à quitter cette position très confortable du bâton par le milieu, commencent à pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi ce frémissement des peuples qui semblent aller, je ne dirais pas une révolution mondiale pour un nouvel ordre mondial, je ne suis pas aussi naïf, mais peut-être de changer les choses d'une autre façon que celle d'attendre que l'Assemblée générale puisse aller dans une dynamique où elle revendiquerait plus d'espace décisionnel. On l'a vu par rapport à la Palestine, je reviens sur la Palestine, avec le groupe de l'AE, c'est les pays qui disent on doit mettre un frein, on doit freiner Israël et son allié américain pour que les Palestiniens puissent faire valoir leurs droits et vivre dignement. Donc ça, c'est vraiment, je pense aussi que la flottille a montré, ça a créé un frémissement mondial au niveau de l'opinion publique mondiale, où il y avait des manifestations sur les 5 continents de solidarité avec la Palestine. Et je pense que ces initiatives citoyennes mondiales peuvent s'amplifier et que les dirigeants seront obligés de les entendre. C'est vraiment un vœu que nous formons parce que finalement, aujourd'hui, on n'entend que le discours de la guerre et elle a lieu là. Certains disent que c'est peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Qui a encore un discours de paix dans ce monde? Très peu d'États, très peu de... oui, il faut que des organisations internationales, alors que les citoyens n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre en paix et c'est que leurs droits soient respectés. Et donc je pense que là, avec la multiplication des initiatives citoyennes, les dirigeants devront l'entendre, devront adapter leur politique sous peine d'être balayés par le vent de la liberté. Et je pense que c'est aussi ça qui était à la base du printemps arabe, c'est cette volonté de liberté, de justice, de dignité, parce qu'aussi au niveau socio-économique, on sait que souvent ça va de pair, les populations se révoltent quand elles crèvent de faim, et la revendication des droits civils et politiques va souvent de pair avec la revendication des droits socio-économiques. Et puis il y a les droits humains de la 3e génération, c'est le droit de vivre dans un environnement sain et pas dans un monde pollué par les multinationales qui viennent s'accaparer des ressources et rendre la vie des localités, des peuples autochtones invivable. Et donc ces soulèvements-là des populations, eh bien, il faut que les dirigeants les entendent. Et je pense que ça peut s'exprimer au sein d'une Assemblée générale des Nations Unies. Il ne faut pas remplacer les Nations Unies par le Board of Peace, ce Conseil de la paix, où le ticket d'entrée, c'est $1 milliard pour le président Trump, et où c'est plutôt un conseil de criminels de guerre, quand on voit la composition. Non, il faut que tous les États qui y croient encore s'allient, bâtissent ensemble et continuent à faire évoluer l'Organisation des Nations Unies pour que chaque État puisse avoir ses droits respectés et que
on puisse avoir un monde en paix. Parce que les milliards de dollars qui sont dépensés pour faire la guerre, comme on l'a vu ces dernières semaines, où c'est des civils qui payent le prix cher, tout ça ne va pas vers l'éducation, vers la lutte contre la pauvreté, vers les soins de santé. Les États-Unis, soi-disant cette puissance mondiale, la population crève pour se faire soigner parce que les soins médicaux sont impayables. Il y a la pauvreté. Tous les budgets sont absorbés par ces industries militaires qui ont besoin des guerres pour faire tourner la machine. Et donc c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut interrompre. Et les meilleurs outils pour ça, c'est le droit international et les droits humains. Et c'est à ça que travaille la FIDH avec ces 200 organisations membres dans le monde. Je pense de pouvoir tenir un discours de paix dans ce monde où la plupart n'ont que la guerre à la bouche. Avant d'en arriver à une question que je souhaite vous poser sur la question algérienne, qui concerne en premier chef la Belgique, dont vous êtes un ressortissant, j'aimerais vous poser une dernière question sur ce domaine de cette mondialisation, de l'abus, des atrocités, des massacres, des répressions. J'aimerais que vous me répondiez de façon assez lapidaire, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, sur cette Europe à laquelle que nous voyons aujourd'hui, qui semble totalement déchargée de cette synergie qui lui avait donné le jour, de cette vision commune, de cette grande valeur qui était véhiculée à ce moment-là par tous les discours politiques, et qui aujourd'hui semble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, totalement absente, totalement inefficiente, voire en contradiction de ses propres membres, en contradiction flagrante, souvent violente, les uns avec les autres. Comment expliquez-vous cette situation qui interpelle à plus d'un titre, à plus forte raison que l'Europe, en tant que telle, pourrait devenir une puissance décisive dans la marche des affaires du monde? Comme je le disais, l'Europe a vraiment une place à prendre. Elle ne la prend pas. Elle a une place à prendre au niveau de la défense du droit international. C'est une force économique. Et à cause de ces divisions, elle ne la prend pas. Ces divisions qui sont soit dues à la montée des populismes et de l'extrême droite, qui veulent jouer leur carte nationale pour s'accaparer le pouvoir, pour le garder, et aussi qui sont soutenus par des puissances étrangères. On voit comment la Russie soutient Viktor Orban en Hongrie, mais les États-Unis, avec son vice-président, alors que la Hongrie vote ici ce dimanche, eh bien, le vice-président des États-Unis est aussi venu soutenir Viktor Orban, parce que Viktor Orban est celui qui empêche l'unanimité au niveau européen sur plein de dossiers. Alors qu'il y a là aussi une réforme à mener où l'unanimité requise pour certaines décisions paralyse l'Europe. Il suffit d'un Viktor Orban pour empêcher des avancées sur des dossiers majeurs. Et donc des forces extérieures interfèrent dans nos élections en Europe, notamment en Hongrie, pour affaiblir l'Europe. C'est comme si on jouait du billard à 3 bandes, parce que les États-Unis, la Russie ont intérêt, chacun pour des raisons différentes, d'avoir une Europe faible. La Russie, par exemple, par rapport à l'Ukraine, veut une Europe faible. Et donc l'Europe est vraiment à la croisée des chemins. On a une très belle place à prendre pour plus de justice, pour peser dans le monde. Encore faudrait-il plus de cohésion, plus de voilà. vision. Ou alors on va se diviser, et notamment sur la question migratoire, où chacun va essayer de tirer la couverture à soi pour se protéger, où la solidarité européenne ne veut plus rien dire, et où finalement ce serait la fin de l'Union européenne comme on l'a connue, avec une multiplicité des départs comme le Royaume-Uni qui a quitté avec le Brexit, et où finalement ça va affaiblir l'Europe, qui va se restreindre à quelques pays qui n'auront pas le poids que l'Europe peut avoir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui en Europe, il y a des pays phares qu'on devrait suivre, c'est notamment l'Espagne, avec des positions courageuses au niveau du droit international en disant non aux États-Unis,
Vous ne pourrez pas utiliser nos bases aériennes pour votre sale guerre contre l'Iran, qui est contraire au droit international, qui prend des sanctions individuellement contre le gouvernement génocidaire israélien et qui ne se cache pas, comme font d'autres gouvernements, en disant « nous, on ne sait rien faire, c'est l'Europe qui doit agir ». Et ils disent ça parce qu'ils savent très bien qu'à cause du veto de certains, l'Europe n'agira pas. Et donc, il faut que l'Europe se ressaisisse, il faut que les pays et que les citoyens de l'Union européenne réalisent le bel outil qu'on a à notre disposition pour un monde plus juste et qu'on choisisse et qu'on élise les bonnes personnes. Et il ne faut pas louper les échéances électorales. La Hongrie dimanche, l'année prochaine, la France. Il y aura peut-être l'extrême droite qui va arriver au pouvoir en France. Eh bien non, il faut se réapproprier la lutte contre le fascisme. Les antifas, je termine là-dessus. L'antifascisme a été assimilé par le président Trump à un mouvement terroriste. Les antifas sont repris sur la liste des organisations terroristes. Les mouvements d'extrême droite, pas du tout. Comment est-ce qu'on a laissé les choses aller aussi loin ? Nous devrions tous et toutes être antifascistes, de la gauche radicale jusqu'à la droite modérée. Tout le spectre politique devrait être antifasciste, parce qu'on ne veut pas du retour du fascisme qu'on a connu dans les années 30 et les années 40, qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, et donc nous devrions tous être antifascistes. Aujourd'hui, on a des dirigeants, même dans des pays comme la France, qui veulent criminaliser les mouvements antifascistes. C'est le monde à l'envers. Autant dire que l'Europe potentielle, l'Europe rêvée par les Européens n'est pas encore née, qu'elle est toujours en gestation et que ce sera peut-être par le biais des élections dont vous parlez qu'un tournant décisif pourrait être pris enfin. Il faut continuer à y croire. Voilà. Alors, la question que je voulais vous poser au sujet du récent voyage du ministre algérien des Affaires étrangères dans votre pays, la Belgique, a accouché de quelque chose d'absolument monstrueux. L'Algérie qui réussit dans un accord, j'allais dire, jumeau, deux traités, deux accords, deux conventions qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Et le ministre des Affaires étrangères algérien l'a lui-même précisé. Ça veut dire que c'est vraiment du donnant-donnant. OK, on vous donne ça à condition que vous nous donniez ça. Et alors, qu'est-ce qu'il est prévu dans ces deux accords ou conventions, on les appelle comme on voudra, c'est que l'Algérie accepte de reprendre ces immigrés clandestins qui sont en Belgique, du moins ceux qui sont en situation irrégulière ou pénale avancée, ou ça dépend comment les dispositions précises vont être avancées. En échange, la Belgique accepte d'exempter les détenteurs des passeports diplomatiques de visa, ce qui fait qu'elle leur ouvre la porte de l'Europe. Parce que les détenteurs des passeports diplomatiques ne sont pas intéressés par la Belgique, mais par la France, qui est leur véritable base arrière. L'exemption ne servira qu'à entrer en Europe. Et je crois que la France ne pourra pas s'opposer, puisque l'autorisation d'accès à un de ses membres est obligatoire pour les autres. Il se trouve que les détenteurs de ces passeports diplomatiques, qui se comptent, et je prends la responsabilité du chiffre que je vais donner, en milliers, pas en centaines, en milliers. Pourquoi ? Parce que les conventions disposent que le détenteur d'un passeport diplomatique a le droit de faire bénéficier des mêmes dispositions son épouse, son conjoint et ses enfants mineurs. Or, non seulement ces diplomates sont suffisamment nombreux, mais qu'en plus, et j'en aurai fini, c'est que ces passeports diplomatiques sont fournis gracieusement à toutes les clientèles du régime. Des gens qui n'ont rien à voir avec le statut de diplomate. Des généraux, des colonels, des ministres, des secrétaires généraux, des gens, des potentats de tout acabit et qui disposent, eux et leurs familles, donc de ce passeport diplomatique. Et c'est donc un donnant-donnant. On vous reprend les immigrés que nous vous avons nous-mêmes envoyés en les laissant passer, et vous nous donnez une clé pour la porte d'entrée européenne.
Alors, pour le dire simplement, j'ai honte de mon pays. Nous avons des gouvernements, et en Belgique, le département de l'asile et migration est détenu par une ministre du parti nationaliste identitaire flamand, populiste, qui a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Et au gouvernement, ils ont décidé de mener la politique migratoire la plus dure jamais menée par la Belgique. Et pour cela, ils sont prêts à vendre leur âme au diable, avec des accords de la honte, du troc honteux, où la demande est vraiment, vous reprenez les sans-papiers algériens qu'on a eu du mal jusqu'ici à refouler vers votre pays, et vous reprenez tous les détenus algériens dans nos prisons, en demandant qu'ils puissent purger leur peine chez vous en Algérie, et nous, on cède à vos demandes. J'aurais été fier de mon pays si la Belgique avait dit « Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques en Algérie, les prisonniers d'opinion, les défenseurs et défenseuses des droits humains, que vous arrêtez le harcèlement judiciaire de journalistes en essayant de les condamner sur base des législations qui relèvent de la lutte contre le terrorisme pour s'attaquer à la liberté d'expression. Ça aurait été bien de la part de la Belgique. Mais comme d'autres gouvernements en Europe, on est prêt à fermer les yeux sur les attaques frontales contre les libertés dans vos pays, tant que vous faites le sale boulot à notre place. Gardez les migrants subsahariens chez vous, surtout qui ne traversent pas la Méditerranée, et reprenez tous ces Algériens, en l'occurrence, qui sont venus illégalement en Belgique, eh bien reprenez-les, et alors on cède à vos demandes. Et la demande là, je ne suis même pas sûr que notre ministre a réalisé ce que ça impliquait, en disant exemption de visa pour les passeports diplomatiques. Je pense même que naïvement, elle a cru que c'était une petite concession et qu'elle avait gagné le gros lot. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'est fait complètement manipuler par le gouvernement algérien qui a obtenu ce qu'il voulait. Pardon, juste une précision, et je vous vends ce qu'on m'a vendu, je ne suis garant de rien. On me dit, certaines sources très bien informées, que les Belges savaient très bien ce qu'ils faisaient, qui n'allait servir que de porte d'entrée pour passer en France, et que si jamais ça capotait, que les Français trouvaient une réaction idoine pour empêcher ces gens de rentrer en France, ou de les localiser pour les réexpédier en Belgique, la Belgique ne s'en porterait pas plus mal, puisque ce ne serait pas mal sur un plan économique de récupérer toute cette diaspora de l'étranger qui dispose en France de dizaines, peut-être de centaines de milliards de dollars et qui pourrait être une véritable chance pour l'économie belge. C'est encore pire que ce que je pensais, et donc profiter des biens mal acquis par cette élite corrompue algérienne. Et ça montre, en fait, quand je dis que j'ai honte de mon pays, ben oui, il y a de quoi avoir honte. Et tout cela par cet aveuglement pour cette politique migratoire qu'on veut mettre en place, pour pouvoir bomber le torse au niveau national et dire « Regardez combien d'illégaux algériens criminels ça fait voter, j'ai pu ça fait voter renvoyer beaucoup. » Et alors, avant les élections, se taper sur le torse et essayer d'en tirer un bénéfice électoral. Mais voilà, à titre personnel, je me demande comment ces personnes savent encore se regarder dans un miroir le soir, sachant qu'ils favorisent un régime qui met en prison des innocents qui n'aspirent qu'à la liberté d'expression, à la démocratie, à une vie meilleure, la répression. Dans des pays démocratiques. Voilà. Et nous devrions être un phare des pays comme les nôtres, comme la Belgique, et on est finalement complice de ces régimes-là. Et c'est ça, quand je dis que j'ai honte, c'est ça qui me rend honteux. Un dernier mot pour clore cette très intéressante rencontre. C'est qu'il faut continuer à y croire. Et donc je veux vraiment, parce qu'on peut avoir l'impression que tout est perdu, et je pense qu'on doit être combatif et qu'on doit avoir l'optimisme du combat, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Avec le droit international et les droits humains dans notre sac, on va, ensemble, être plus forts que ces régimes. Et quand on voit ces régimes autoritaires, toutes les mesures
les lois qu'ils font voter, la répression qu'ils organisent, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais au plus qu'ils font ça, au plus ils montrent des signes de faiblesse, parce qu'ils n'auraient pas besoin de se protéger contre des aspirations légitimes. Et donc, on est peut-être proche du point de basculement qui va balayer ces régimes-là, avec le printemps arabe qui n'est pas terminé, où c'est un long processus, et je reviens sur la situation de l'Algérie, mais dans d'autres pays aussi, où finalement, les citoyennes et les citoyens veulent pouvoir vivre dignement, avec leurs droits fondamentaux qui sont respectés, pouvoir donner à manger à leurs enfants, une éducation à leurs enfants, et si on les réprime dans cette aspiration-là... Et qu'on les pousse à l'exil. On les pousse à l'exil. Un exil forcé. Il y a le retour du balancier à un moment donné, et ces régimes ne pourront pas se maintenir en place éternellement. Il faut continuer à y croire, et notre boussole, et à l'AFIDH c'est ça, notre boussole, ce sont les droits humains et le droit international. Alexis Dessouaf, merci beaucoup. J'espère que nous aurons d'autres occasions de pouvoir discuter avec vous. C'est un réel plaisir que vous nous avez fait. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation et à bientôt. Merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à une autre émission du même genre avec un invité, j'espère, du même acabit, de la même étoffe que M. Dessouaf. Merci. Bonne soirée.